Mais alors, au fait, à quoi ça sert le commentaire de texte? Alors ça, c'est une question, parmi tant d'autres, et beaucoup trop d'autres, qui n'est pas suffisamment abordée, et même jamais abordée en classe. C'est quand même stupéfiant, parce que la moindre des choses quand même, quand on va torturer des élèves pendant 2 ans avec un exercice, quand on va carrément leur soumettre comme épreuve finale de leurs années lycée, ça me semble quand même de leur expliquer pourquoi on fait ça. Pourquoi cet exercice-là plutôt qu'un autre? Pourquoi on a choisi d'évaluer les gens comme ça? Qu'est-ce que ça évalue chez eux? Quelle qualité intellectuelle chez eux ça met en valeur ou ça certifie? Voilà. Pourquoi on fait ça? En quoi ça consiste précisément? Mais pourquoi on le fait? À quoi ça sert? À quoi bon? Hein, question que les élèves sont amenés à se poser pour quasiment toutes les matières et toutes les épreuves. Alors le fait est que certaines matières sont plus faciles à appréhender que d'autres sur ce sujet. C'est vrai qu'on est dans une époque tellement scientifique, tellement positiviste, tellement utilitariste, que bon, les matières scientifiques ont beaucoup moins à se justifier de leur existence et de leur utilité. Voilà, parce qu'elles résonnent tellement avec l'époque, avec ce qu'on recherche sur le marché du travail, qu'évidemment, ça paraît évident à tout le monde. Hein. Et d'ailleurs, ça leur a développé une espèce d'arrogance, d'ailleurs, une certaine arrogance dans ces matières-là aujourd'hui, parce qu'elles ont le vent en poupe. Il se trouve que ça a été le cas des matières littéraires à une époque. Hein, voilà, la roue tourne, hein, ça dépend évidemment de la société dans laquelle on est. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident pour beaucoup de savoir à quoi sert le français. Alors ça, j'ai répondu dans un épisode précédent, hein, je vous renvoie à l'épisode « À quoi sert le français ?» Qu'est-ce que le français et à quoi ça sert? Tout comme pour la philosophie, hein, qu'est-ce que la philosophie et à quoi ça sert? Là, on est plus précisément dans le commentaire de texte, hein, d'ailleurs qui existe aussi bien en philosophie qu'en français. Qu'est-ce que le commentaire et à quoi ça sert? Pourquoi on fait des dissertes? Pourquoi on trouve que c'est la bonne façon de vous évaluer, d'évaluer les gens à la sortie du lycée, et même de continuer à évaluer les gens dans certaines filières après dans les études supérieures? Pourquoi? C'est quoi? C'est un petit peu comme la meilleure façon en fait comme ça de se former déjà et d'être évalué. Alors bien sûr, si je prenais l'exercice quasiment comme ça là, voilà, avec une espèce comme ça de recul stérile, en le prenant pour ce qu'il est, en voyant quelqu'un comme ça passer 2 heures ou 4 heures carrément à creuser un texte, à chercher les figures de style, à chercher comme ça des procédés et à faire des axes et tout, je pourrais vous répondre à rien. Voilà, carrément. Je pense que c'est ce que vous voulez entendre d'ailleurs peut-être. Hein. Voilà, à quoi sert le commentaire de texte? À rien. Ça ne sert à rien. Voilà. C'est-à-dire que dans un monde utilitariste, dans un monde comme ça, ultra pragmatique, où il faut que les choses soient rentables, il faut qu'il y ait une rentabilité, il faut que ça serve à quelque chose de concret, d'immédiat, à quoi ça va me servir dans la vie? Je vous réponds, sans doute à rien, en soi. Le commentaire de texte littéraire, tel qu'on le pratique, sur les textes sur lesquels on le pratique, ne sert à rien. Mais comme certains vous diront, et ils sont nombreux aussi, hein, que le théorème de Thalès et de Pythagore ne leur servira à rien, ne sert à rien, parce que leur métier ne leur fera jamais utiliser ces choses-là. Voilà, donc dans toutes les matières quasiment, les choses que l'on voit, que l'on apprend à faire, ou les notions qu'on apprend, etc., bien, ne nous serviront à rien. Et donc, dans l'absolu, ne servent à rien. Voilà, donc on pourrait vraiment dire ça pour plein d'aspects dans les matières. Hein, voilà, même moi, là, pour les maths, des tas de choses en maths qui ne m'ont jamais servi à proprement parler. Donc la question se pose en fait, à quoi ça sert? Alors, on va mettre de côté toutes les personnes, et ça existe dans toutes les matières d'ailleurs, hein, scientifiques comme littéraires, qui, de par leur choix de carrière, leur choix de métier plus tard, ou leur passion, leur vocation, voilà, pour qui ces exercices-là sont utiles. Que ce soit les exercices scientifiques ou les exercices littéraires, ça leur sera utile parce que eux, par rapport à la direction où ils vont, voilà, ils en auront besoin toute leur vie. Ok, bon bah eux, pour le coup, la réponse, on va dire, est faite, hein, la question est résolue pour eux. Oui, c'est utile pour moi, même en tant que tel, c'est utile. Mais ce n'est pas ces personnes-là qui sont les plus intéressantes. La question, c'est pourquoi tout le monde se tape ces exercices-là et pourquoi on les soumet et voilà, à quoi ça sert. Alors, j'ai eu l'occasion d'expliquer donc voilà toute ma perplexité devant l'exercice du commentaire, donc voilà tout ce que je peux lui reprocher, même ses effets pervers, etc. Donc je ne reviens pas sur son côté inutile. Il y a à quoi ça sert et à quoi ça ne sert pas. Voilà, le côté inutile de l'exercice, je pense que je l'ai assez exploré. Maintenant, je vais essayer de bonne foi et de donner les arguments plutôt en sa faveur. En fait, essayer un petit peu de défendre l'exercice. Je vais me faire l'avocat du diable. Et j'aurais pas cru comme ça un jour défendre le commentaire de texte, hein, si on m'avait dit ça à l'époque où je le subissais au lycée. Mais voilà, je vais quand même essayer un petit peu de défendre l'exercice et l'intérêt qu'il peut avoir. De façon générale, dans la scolarité, dans les études, à l'école, hein, lycée, etc., collège, études supérieures, mais surtout en fait collège-lycée, quand on nous fait faire quelque chose, c'est jamais vraiment
une bonne façon d'approcher l'exercice, ou en tout cas voilà, de réellement saisir son intérêt, que de se demander à quoi ça sert. Et encore moins à quoi ça sert en mode, vous voyez, pragmatique, immédiat, en pensant en fait à l'utilité qu'on en aura dans la vie quotidienne, voilà, pour une activité, un métier. Parce que, encore une fois, la réponse sera souvent à rien. Voilà, ça ne sert à rien, on n'en aura pas besoin. Donc, c'est pas la façon dont il faut se poser la question. Si vous vous demandez les choses comme ça pour tout ce qu'on fait à l'école, bien tout perdra de son sens. En fait, rien ne sert à rien. Et en fait, vous serez démotivé, vous arrêterez tout, et vous serez complètement passé à côté de l'intérêt de l'exercice. Donc, en vérité, et ça du coup depuis quasiment la toute petite enfance, en fait depuis quasiment voilà, le CP, hein, au-delà des fondamentaux, bien sûr, des acquis, où là, bon, personne ne remettra en question à quoi ça sert, hein, savoir lire, savoir compter, je pense que là tout le monde est d'accord que c'est extrêmement important, mais dès qu'on sort en fait de ces acquis minimums et fondamentaux, les questions commencent à se poser. Attends, là ça commence à aller trop loin, à quoi ça sert? Attends, j'ai appris à compter, à lire, d'accord, ça c'est bon. Ok, écrire, pas de souci, ok. Mais là, ça va trop loin. Là, pourquoi on me fait faire ça? Là, c'est quoi l'intérêt? À quoi ça sert? Voilà. Et donc, encore une fois, c'est pas vraiment la bonne question à se poser. Bien sûr, encore une fois, si plus tard vos choix de carrière, de vie professionnelle, de métier font que c'est utile, bah écoutez, c'est tout bénef, c'est des choses qu'il faut déjà avoir vues, avoir acquises. Très bien. Ensuite, si vous êtes juste quelqu'un de curieux dans la vie, quelqu'un qui aime apprendre, quelqu'un qui mémorise bien, quelqu'un voilà, qui voilà, on va dire, soit aspire à être quelqu'un d'instruit, d'érudit, de cultivé, ou simplement qui est prédisposé à ça, là aussi, très bien, écoutez, dans la vie, quand même, dans l'ensemble, plus on en sait, mieux c'est. Hein, voilà, hein, c'est quand même une grande vulnérabilité dans la vie, surtout en tant qu'homo sapiens. Homo sapiens, nous sommes des sapiens, nous sommes censés être des êtres de connaissance, de conscience. C'est toujours mieux, en fait, voilà, plus on en sait, mieux c'est, quelque part. Voilà, donc c'est toujours quand même un bagage culturel et intellectuel dans la vie qui est précieux. Ok. Mais si on écarte tout ça, en fait, c'est pas tant la question. Vous savez, souvent, les personnes qui me demandent, qui sont au lycée, hein, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert le commentaire de texte? À quoi ça sert la disserte? À quoi ça sert le français? À quoi ça sert la philo? Voire même à quoi ça sert les maths et compagnie? Ce sont souvent des personnes, hein, vues, voilà, alors là je pense aux garçons entre autres, hein, voilà, mais bon, il y a peut-être des équivalents bien sûr chez les demoiselles, chez les filles. Mais en tout cas, voilà, ce sont souvent voilà, donc des élèves, là je vais prendre l'exemple des garçons, qui sont très fans de sport par exemple. Voilà, sont très très fans de sport, à tel point qu'ils en pratiquent un, soit pour le plaisir, soit avec une visée de compétition, ou voilà, de quand même un peu plus professionnel, ou alors simplement pour des questions, on va dire carrément de vanité ou de coquetterie. Hein. Là, je pense plutôt en fait à tout ce qui est sport en salle, hein, bien sûr. Hein. Le workout, comment dire en anglais, hein, workout, hein, donc la musculation, voilà, le côté un peu plus athlète, etc. Sculpter son corps et compagnie. Donc souvent, ce sont des garçons comme ça qui, voilà, eux par contre, pour eux, c'est absolument évident, mais c'est même pas, on peut même pas le remettre en question. Qu'il y a un intérêt à voilà, aller à la salle, aller au sport et donc voilà, prendre soin de son corps, faire des exercices, etc. Un fan de Thibaut InShape et compagnie. Hein. Quand même, Thibaut InShape, précisez, youtubeur numéro 1 de France hein, maintenant. Je crois que c'est le numéro 1, celui qui a le plus d'abonnés. C'est quand même, ça veut dire quand même quelque chose. Le youtubeur maintenant le plus regardé en France n'est même pas un youtubeur humoristique comme ça a été le cas à certaines époques. Maintenant, c'est un youtubeur de sport, un youtubeur fitness sportif. C'est quand même lourd de sens. Évidemment, sans surprise, ce n'est pas un youtubeur philosophe ou littéraire. Ça, c'est évident. Hein, on ne s'attendait pas à autre chose. Mais donc, du coup, quand je vois ces jeunes hommes comme ça me demander, de toute façon, ça sert à rien, ou alors à quoi ça sert, je vois pas l'intérêt, je leur dis toujours, mais excuse-moi, mais ce que tu fais là en salle de sport, je te le dis, hein, vu de l'extérieur, quand tu fais tes squats là, excuse-moi, comme quand on voit quelqu'un faire des squats vu de l'extérieur, donc voilà, qui se lève, qui se rebaisse, qui se lève, qui se rebaisse, qui se lève, qui se rebaisse, ou alors quand tu es sur une machine comme ça, là où tu es en train comme ça de répéter le même geste à l'infini, voilà, où tu es en train en fait comme ça de faire des gestes étranges. Excuse-moi, mais vu de l'extérieur, tu as l'air ridicule. Les machines ressemblent à des engins de torture, les gestes sont répétitifs, ça a l'air vraiment parfois idiot, à peu près du même niveau qu'un hamster qui tourne dans sa roue. Hein. Les gens qui sont sur tapis de course comme ça, on dirait des hamsters dans leur roue, dans une cage. Hein. Voilà, donc il faut quand même garder du recul dans la vie sur tout, en tout et pour tout. Quand on voit quelqu'un faire du workout, faire de l'exercice dans la vie, vu de l'extérieur, quand on voit quelqu'un s'échauffer, faire les gestes étranges comme ça pour se muscler, etc., échauffer les ischio-jambiers, les muscles, quand on voit quelqu'un comme ça faire du fitness, etc., de l'extérieur, ça a l'air ridicule, ça a l'air complètement inutile. Pourtant, personne ne remet en question l'utilité de ce genre de geste. Même au contraire, pour tout le monde, c'est évident. Pourquoi ? Parce que même si ça a l'air ridicule et que ça a l'air a priori inutile de faire ce genre de geste, tout le monde a très bien intégré que ça sert en fait à se muscler, que ça sert en fait à entretenir le corps, à maintenir le corps en forme,
à développer en fait sa masse musculaire, voilà, à limiter sa masse graisseuse, bref, à avoir un corps sain, hein, vous voyez, j'allais dire un esprit sain dans un corps sain, justement, le corps sain. Mais où est l'esprit sain dans tout ça? Voilà. Il y a le corps sain, mais l'esprit sain, c'est marrant, ça rebiffe davantage. Donc, vous voyez, là, on a vraiment un exemple de à quoi ça sert, et pourtant, c'est évident, ça sert à ça. Eh bien, en fait, tout ce qu'on fait à l'école, tout ce qu'on fait au lycée et au collège, il ne faut pas se bloquer sur l'exercice en lui-même, qui parfois, effectivement, a l'air aussi absurde que de soulever des haltères, que de faire de la corde à sauter, ou alors que de faire du tapis de course, ou que de soulever tel objet, ou que de faire des squats. D'extérieur, effectivement, faire tel problème de mathématiques complètement alambiqué, ou alors faire tel commentaire de texte. Voilà, bref, tous ces exercices comme ça, assez fastidieux, parfois qui ont l'air un peu absurdes. Effectivement, on l'air complètement vide de sens et on se demande à quoi ça sert. Et de l'extérieur, on se dit, c'est débile. Oui, peut-être que ça l'est, d'extérieur et de principe. Peut-être que ça ne sert à rien, peut-être que ça n'aura aucune utilité plus tard dans l'absolu. Mais de même que les compétences qui sont demandées dans certains sports ou alors avec certaines machines voilà, dans les salles de sport, n'ont en soi aucune utilité dans la vie quotidienne. À part dans une salle de sport, on n'a aucun intérêt à faire ça. Donc c'est pas ça la question. La question et l'intérêt, c'est ce que ça entraîne, ce que ça exerce chez soi. Quelle faculté cela stimule? Le cerveau est un muscle comme un autre. Et après tout, puisqu'il est évident pour tout le monde qu'il faut entretenir, entraîner, maintenir en bonne forme les muscles du corps pour avoir voilà, une belle silhouette. Clairement, il faut le dire, souvent, la motivation est sexuelle, hein, ne serait-ce que implicitement. Hein, c'est des questions de vanité, des questions de confiance en soi, des questions de séduction, des questions de beauté. Tout ça, en fait, finalement, renvoie au registre sexuel. Plus ou moins avoué, plus ou moins implicite ou explicite, mais malheureusement, et là on voit bien les obsessions et les priorités des gens dans la vie, tout ça, en fait, au fond, c'est une espèce comme ça de boost du capital sexuel qui du coup va pouvoir être réinvesti et rentabilisé dans les relations interpersonnelles, homme-femme, homme-homme, femme-femme, ça dépend de l'orientation de chacun, mais en tout cas, vous voyez, il va y avoir en fait un bénéfice voilà, dans l'attraction qu'on va exercer sur le sexe opposé ou son propre sexe, et en tout cas dans la séduction. Donc, vous voyez, bon, c'est ça malheureusement dans la vie, c'est qu'un être humain, quand vous voulez vraiment qu'il soit motivé par quelque chose, il n'y a que deux choses qui marchent, l'argent et le cul, voire les deux à la fois, là dans ce cas, voilà. Donc vous voyez, c'est marrant, ça commence très jeune, puisque déjà, voilà, dès l'adolescence, bien sûr, évidemment, quand les hormones se réveillent, voilà, en fait, on peut s'infliger toutes sortes d'exercices assez douloureux, assez pénibles, assez fastidieux, et cela pendant des heures. Et là, pour le coup, pas un instant le sens nous échappe, au contraire, ça nous paraît vraiment évident à faire, juste parce que, en fait, ce que ça exerce, ce que ça entraîne et ce que ça développe a un bénéfice à plus ou moins long terme sur le plan sexuel et relationnel. Voilà. Évidemment, c'est beaucoup moins évident avec les tâches intellectuelles. Comme quoi, vous voyez, il y a beau avoir plein de personnes qui se revendiquent de la sapiosexualité dans ce monde, pourquoi que la sapiosexualité n'est pas si répandue? Parce qu'il y a beaucoup moins de bénéfices à développer son capital intellectuel dans le registre de la séduction. Voilà, on n'observe pas les mêmes résultats spectaculaires qu'avec voilà, le boost des compétences physiques, voilà, musculaires, etc. Mais pourtant, ça relève de la même chose. Le cerveau est un muscle, et le cerveau doit être stimulé, entraîné, doit développer en fait comme ça des compétences. Et le plus important en fait, c'est ce que ça stimule et développe chez lui. En gros, le plus important dans la vie, c'est pas de connaître tous les écrivains du monde, c'est pas de savoir commenter un texte littéraire en soi, c'est pas de pouvoir résoudre un problème mathématique ultra complexe. C'est pas tout ça le plus important. Ça, on va l'oublier en fait. En gros, l'exercice en lui-même, dans son côté très concret, on va oublier complètement comment faire et à quoi ça sert, c'est pas le but. L'important, c'est ce que ça aura stimulé et entraîné chez nous. De même qu'au fond, les squats, on s'en fout. On s'en fout des squats. Les squats, c'est fastidieux, c'est chiant, on s'en tape, personne va vénérer le squat. On a juste compris que c'était intéressant comme exercice, voilà, pour développer, pour s'échauffer, pour le cardio, pour les muscles, etc. Ça fonctionne. Et bien, c'est exactement pareil. Faire des maths, faire du français, et les exercices qu'on nous fait faire dans ces matières-là, c'est extrêmement bénéfique pour le cerveau. Ça stimule le cerveau. Ça entraîne et développe les bonnes zones dans le cerveau dont on a besoin et qui, si elles sont très bien développées et très bien stimulées, vont en fait faire de nous des êtres humains performants sur le plan intellectuel et vont développer en fait des capacités intellectuelles extrêmement précieuses. Même pas dans le côté littéraire, on s'en fout de la littérature, même pas dans le côté mathématique, on s'en fout des maths, mais simplement en fait même dans notre vie d'être humain et dans notre rapport aux autres. Parce qu'on a besoin de la logique, parce qu'on a besoin de la sensibilité, et vous voyez, la logique pour les maths, apprendre comme ça à être logique, à suivre un raisonnement rigoureux, précis, à savoir calculer,
à savoir comme ça, voilà, anticiper, résoudre des problèmes, à manipuler les chiffres et les concepts abstraits. Eh bien pareil, en fait, pour les sciences humaines, apprendre là aussi à manipuler des concepts abstraits, mais plutôt de type philosophique, voilà, psychologique, sociologique, apprendre à manipuler le langage, les mots, voilà, les idées, les sentiments aussi, donc développer l'empathie. Vous voyez, le plus important, c'est tout ce que ça développe, c'est tout ce que ça entraîne en fait. À travers les textes, à travers le commentaire de texte, on exerce des choses, on stimule des choses et on développe des compétences dans le cerveau. Le cerveau se développe à peu près jusqu'à 25 ans. Et donc jusqu'à 25 ans, il faut en profiter pour lui faire en fait emmagasiner un maximum d'informations et pour développer un maximum de compétences chez lui. Parce que plus il va vieillir, moins il sera souple, moins il sera malléable et moins en fait il sera à même de développer de nouvelles compétences. Donc c'est là que ça se joue. Donc il ne faut pas rater le coche. C'est aussi pour ça, parenthèse au passage, que déjà qu'on peut bien sûr contester voilà, l'usage de certaines drogues, même les drogues soi-disant douces, voilà, certaines substances, déjà bien sûr pour tous les âges. Mais c'est pour ça qu'en particulier, la législation est extrêmement sévère sur l'usage de certaines substances, de certains produits, certains médicaments ou certaines drogues à un jeune âge, parce que à un âge où le cerveau se développe toujours, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave sur ce que ça tue en termes de neurones, c'est extrêmement grave sur ce que ça limite en termes de mémoire, parce que ça abîme la mémoire. Et la mémoire, c'est quand même, avec l'imagination, le cœur de l'intelligence humaine. J'ai fait un podcast qui s'appelle Les piliers de la connerie. Et dans les piliers de la connerie, justement, j'explique que dès l'instant où le pilier de l'imagination et le pilier de la mémoire sont atteints, c'est la porte ouverte à la connerie, parce que ce sont les deux piliers de l'intelligence humaine. La mémoire, qui nous permet en fait d'emmagasiner, d'apprendre par expérience, etc., de mémoriser, de s'appuyer sur notre vécu et tout pour progresser. Et l'imagination, qui nous permet en fait de nous projeter. Vous voyez, la mémoire renvoie au passé, à tout ce qui renvoie au passé. Et l'imagination, c'est tout ce qui renvoie en fait au futur, au prospectif. Voilà, à tout ce qui n'existe pas encore, mais qu'on arrive à imaginer, à se figurer, à se représenter, et y compris du coup les notions abstraites, parce que l'imagination c'est aussi la créativité, l'inventivité, les notions abstraites, etc. Tout ce qui n'existe pas, qui n'est pas dans le monde visible, mais qu'on peut conceptualiser. Voilà. Donc l'imagination et la mémoire sont extrêmement précieuses et il faut les stimuler, il faut les entraîner comme un muscle. Voilà. Et si on ne les entraîne pas, eh bien après c'est presque trop tard. Et si en plus on les abîme avec des substances, à un âge où le cerveau se développe toujours, parfois il y a des effets irréparables. Sans parler, alors carrément, des prédispositions à la schizophrénie ou à d'autres maladies mentales ou à la psychose, maladies psychotiques que ça peut créer. Donc là, c'est carrément gravissime. Voilà, de perdre pied par rapport au réel et compagnie. Donc, dissertation, commentaire de texte, lecture, compréhension de texte, sociologie, littérature, psychologie, philosophie, ou alors au contraire, voilà, sciences, physique, chimie, sciences économiques et sociales, histoire, tout ça et tout ça. Il y a bien sûr les matières en elles-mêmes, elles nous intéressent ou pas, elles nous seront utiles ou pas, mais le plus important, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on stimule à travers elles en fait. Ce sont des prétextes pour se livrer à différents types d'exercices qui sont comme autant de machines dans une salle de fitness ou de musculation, une salle de sport. Il y a toutes sortes de machines qui développent et exploitent différents muscles, en fait, différentes formes de compétences. Et donc de même, en fait, le cerveau se forme, en fait, forme ces différentes régions avec ces différents exercices-là. Et donc, la dissertation et le commentaire de texte en français sont parmi ces innombrables exercices auxquels on se frotte, où en fait il ne faut pas être comme l'imbécile qui regarde le doigt au lieu de regarder la lune. Il faut regarder la lune, que ça pointe et non pas le doigt en lui-même. Le doigt, on s'en fiche. L'important, c'est la lune. Donc bien sûr que ça peut sembler chiant, ça peut sembler vain, ça peut sembler stérile, et en bonne partie, ça l'est, je peux vous le dire. Mais prenons l'exercice avec philosophie et voyons un petit peu tout ce qu'il nous apporte en fait en termes d'entraînement à l'analyse, à la réflexion, à se familiariser en fait comme ça avec le langage, avec les mots, avec un certain vocabulaire. Et en fait, quand on développe ça, une fois que c'est là, une fois que c'est acquis, ça peut nous servir toute notre vie dans des domaines en fait on n'imagine même pas et justement extrêmement concrets. Car là encore, quand on nous demande à quoi sert le français, à quoi ça sert tout ça après tout, ça sert à rien, etc. Alors là, pour le coup, question extrêmement impertinente parce que je sais qu'on est dans une société qui a installé l'idée que pour le coup c'était assez évident que les maths, les sciences, la physique, etc., ça servait forcément à quelque chose. Parce qu'on est dans une société qui est tellement gourmande dans ces compétences-là, qui a tellement besoin d'ingénieurs, voilà, de spécialistes, de gens qui savent calculer, d'architectes, etc., d'informaticiens, de codeurs. Bref, la société a professionnellement besoin de compétences comme ça. Et donc, aujourd'hui, c'est installé l'idée que tout ça, on ne remet pas en question l'utilité. On sait que c'est utile. Mais du coup, la société
est beaucoup moins compréhensive avec la littérature. En fait, ne comprend plus l'intérêt des lettres et des sciences humaines. Même parfois, c'est vu comme des espèces de disciplines bâtardes, quasiment ésotériques, hein, quasiment au niveau de l'astrologie, quoi, voilà, qui ne servent à rien, voire même qui nous détourneraient de la vérité, du réel scientifique. Hein. Certaines dérives scientistes, hein, voilà, qui transforment en fait la religion en une forme de culte, hein, voilà, comme ça, du vrai, de l'utile, du pratique, prennent en horreur comme ça, hein, les disciplines littéraires. Et donc voilà, c'est une monumentale erreur. Parce que, au contraire, les matières littéraires, les matières de sciences humaines sont beaucoup plus concernantes que les matières scientifiques. Et là, pour le coup, je le dis vraiment pas du tout de façon partiale ou en tirant la couverture vers moi en tant que littéraire. Je le dis parce que c'est un fait. Autant dans la vie, sauf les personnes qui vont aller vers ces domaines-là, et il y en a beaucoup, c'est vrai, vers ces domaines professionnels-là, autant dans la vie, les matières donc scientifiques peuvent ne pas avoir vraiment d'utilité, sauf si on fait un métier qui en a besoin, autant dans la vie, du moment qu'on est un être humain, on est tous concernés par l'amour, par l'amitié, par la justice, par la morale, par le bien et le mal, par les sentiments, par les idées, par les idéaux et par les relations humaines en général. Enfin, il n'y a aucun être humain dans le monde qui n'est pas concerné par ces notions-là. Tout le monde, dès qu'il est humain, est dans le bain, comme ça, des relations humaines, des sentiments humains, des idées humaines, des idéaux humains, et donc est concerné par tous ces concepts. Et tous ces concepts, c'est exactement ce qu'explore et ce dont traite la littérature et bien sûr la philosophie. Donc, en fait, la littérature et la philosophie sont les deux matières les plus concernantes de toutes les matières. Avec l'histoire, en fait, en gros, les sciences humaines. Les sciences humaines, parce qu'on est tous humains. Autant on ne va pas tous être des ingénieurs, des scientifiques, des informaticiens, etc. Mais on est tous des êtres humains qui vont avoir des relations interpersonnelles, qui ont une famille, qui ont des amis, qui vont avoir des amours, et qui vont devoir en fait se prendre position dans la société par rapport à certaines questions d'ordre moral, d'ordre intellectuel, qui vont en fait devoir développer comme ça une espèce d'échelle de valeurs, qui vont devoir se positionner par rapport au bien et au mal, qui vont voilà, avoir leur relation à la justice, etc., à l'amour. Et donc c'est ce dont parle la littérature et la philosophie. Alors malheureusement, j'ai eu l'occasion de l'évoquer avec qu'est-ce que le français, à quoi ça sert. C'est vrai que le français malheureusement a tendance à trop mettre de côté, à trop négliger la dimension psychologique et humaine de la matière, c'est-à-dire la dimension littéraire au sens non pas stylistique, mais les sentiments humains et les idées humaines qu'explore la littérature, parce qu'à la base, quand même, la littérature, c'est pour explorer des situations humaines, des relations humaines, des drames humains, des rapports humains. Donc normalement, on devrait davantage parler en classe, en fait, bien de ce que ressentent les personnages, pourquoi un personnage agit de cette façon ou pas, est-ce qu'il a raison d'agir ainsi, que nous apprend ce livre sur le plan humain, en termes de morale. Voilà, donc ça, malheureusement, c'est beaucoup plus pratiqué aux États-Unis. Aux États-Unis, ils font beaucoup plus on a remarqué, vous remarquez d'ailleurs dans les films, hein, vous voyez, quand ils font des cours de littérature, on se rend compte qu'ils parlent beaucoup des sentiments des personnages, de la morale, etc. Voilà, c'est parce qu'aux États-Unis, ils ont une approche beaucoup plus comme ça, on va dire, philosophique ou psychologique des textes. C'est ça que nous, en France, on est très formaliste, on est très structuraliste, voilà, tout est mis sur l'accent, sur la langue, sur le style. C'est pas inintéressant, parce qu'après tout aussi, les textes, c'est aussi de la beauté, hein, c'est de l'art, de même qu'il y a des beaux films. Un film, c'est beau, c'est bien réalisé, il y a une belle photographie, il y a un montage efficace, etc., il y a une belle musique. Eh bien, en littérature, eh bien, il y a des beaux récits, il y a des belles histoires, il y a des belles scènes, il y a une belle musique, des paroles, il y a un joli style, etc. Donc c'est de l'esthétique, c'est aussi de l'art, c'est aussi de la beauté. Donc bien sûr que la dimension artistique et la beauté esthétique qui se commentent et s'analysent, entre autres à travers l'analyse de la langue, bien sûr ça existe. Mais c'est vrai qu'on lit normalement des textes, on lit les œuvres de philosophie ou de littérature parce que c'est plein d'idées, parce que c'est plein de réponses à des questions humaines, parce que c'est plein de sentiments, voilà, de morale, d'enjeux psychologiques. Et donc tout ça, ça me permet en fait d'explorer des consciences et à travers elles en fait de vivre des dilemmes sentimentaux, des dilemmes moraux, des expériences de vie, des traumatismes, d'explorer des sujets comme le deuil, etc., la perte de l'autre, l'amour impossible. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui nous traversent tous dans la vie. On va être tôt ou tard tous concernés par le deuil, perdre des gens qu'on aime, le deuil amoureux, hein, perdre quelqu'un qu'on a aimé par une rupture, ou alors l'amour non réciproque carrément, hein, donc une relation morte dans l'œuf qui ne peut pas exister, ou l'amour bien sûr passion, mais voilà, qui tourne plus ou moins bien, voilà, la transmission, la question du sens de la vie, le rapport à la justice, le rapport à la morale, la vérité, éventuellement la religion aussi bien sûr, la politique, mais tout ça c'est humain, on ne peut pas être humain et ne pas être concerné par tout ça.
Donc, je répète, le français et la littérature, par-delà même le côté, ça stimule des zones de notre cerveau de faire cet exercice-là, c'est un exercice juste comme ça qui entraîne la logique, qui entraîne le raisonnement, qui entraîne l'argumentation, le rapport au langage. Bien sûr, il y a tout ce côté-là comme ça, purement, on va dire, intellectuel et mental, mais il y a aussi tout le plan humain et psychique, en fait. Tout ça, c'est des choses, en fait, qui vous apprennent, en fait, à devenir de meilleurs êtres humains et simplement, en fait, des humains en société. Donc, voilà à quoi ça sert le commentaire de texte et la dissertation. Ça sert en fait à exercer sur le plan strictement mental et intellectuel certaines compétences, certains skills du domaine de la communication, du langage, du rapport à l'autre, voilà, de la compréhension de l'argumentation bien sûr, mais aussi tout simplement à appréhender des concepts et des notions qui sont omniprésents et qui font partie de l'expérience humaine, de la vie humaine, et auxquels on ne peut pas échapper, auxquels on va forcément être confronté, et auxquels il faut idéalement en fait savoir se confronter avec intelligence, avec justesse, avec morale, en comprenant parfaitement en fait ce que ça implique. Et ça, encore une fois, c'est comme pour tout, ça demande de l'entraînement. Et comme on ne peut pas vivre 500 000 vies, parce qu'on n'a qu'une seule vie, on a la nôtre, et qu'en plus elle est courte, eh bien la littérature nous permet en fait d'explorer des vies comme autant de simulations, explorer en fait des consciences, des vies qui ont vécu avant nous, qui ont pu expérimenter certaines choses avant nous et qui ont pu nous rapporter des réponses. Et puis bien sûr des gens qui ont réfléchi, qui ont raisonné, qui ont exploré certaines questions en profondeur et qui ont un petit peu dénoué voilà, ces questions-là pour nous, hein, donc des philosophes, des écrivains. Et les écrivains, eux, se servent souvent de la fiction, d'une histoire, d'une belle histoire, d'un roman pour faire passer des idées, pour faire passer des sentiments. Et souvent, en fait, hein, leur histoire n'est pas racontée juste pour faire joli, hein, mais aussi avant tout pour faire passer comme ça des idées, des sentiments. Un grand livre, c'est pas un livre qui est seulement une belle histoire bien écrite, bien organisée, voilà, qui a un récit bien structuré, efficace, avec des personnages attachants, bien sûr. Tout ça, c'est très bien, c'est très important. Qui en plus est raconté de façon très belle, très jolie, avec un beau style, une belle langue, bien sûr. Voilà, le récit, la langue, hein, donc la dimension narrative, l'histoire, le côté structurel et la dimension donc esthétique, stylistique, donc le côté la beauté, hein, la beauté de la langue. Le commentaire de texte ou l'analyse de texte, en fait, on est amené à en faire toute sa vie et même parfois sans même se rendre compte. On en fait en permanence en réalité, quand on communique, quand on discute avec les gens, bien sûr, quand on regarde un film, hein, quand on regarde une série, hein, on est en permanence comme ça, en fait, en analyse de fond, comme ça, en arrière-plan, en tâche d'arrière-plan, en train d'analyser, d'essayer de comprendre, vraiment de déchiffrer ce que ça dit, hein, c'est-à-dire de comprendre les implicites des dialogues, de comprendre les implications morales ou les implications émotives voilà, des dialogues entre les personnages, ou de ce que ça raconte, parlons même pas d'un roman, bien sûr, mais même dans notre usage quotidien, dans nos discussions interpersonnelles avec les gens, dans nos communications avec les gens, quand on sait tous les malentendus aussi que ça peut créer, bien sûr, hein, parce qu'il y a beaucoup de malentendus, de désaccords ou de quiproquos dans la vie qui peuvent s'installer dans la communication humaine, et on sait les dramas que ça peut créer, ou les disputes et tout, donc d'où l'intérêt de les limiter en étant sûr de bien comprendre ce que les autres veulent dire, de ne pas être susceptible, de ne pas surinterpréter aussi, hein, de ne pas surinterpréter ce que les autres disent, juste de comprendre précisément ce que ça dit, comment ça le dit, des implicites, des émotions que ça fait passer, etc. Mais aussi une situation très courante, devenue très banale, dans laquelle on est amené à faire du commentaire de texte sans même s'en rendre compte, et Dieu sait qu'on en fait trop souvent et beaucoup trop, c'est celle de la communication écrite, et tout particulièrement en fait la communication galante, en fait, dans notre communication amoureuse. Aujourd'hui, qui n'a pas déjà une fois, avec seul ou alors avec ses amis, hein, souvent d'ailleurs avec ses amis, euh, c'est pas lancé dans l'analyse ou le surcommentaire d'un message reçu par un crush ou par un love interest, par quelqu'un qu'on aime bien. Que ce soit un groupe de filles qui commentent les messages reçus par un garçon, ou inversement, des garçons qui commentent les messages reçus par une fille, ou alors, bon, bref, dans tous les sens selon votre orientation. Mais aujourd'hui, c'est une situation courante. On est là comme ça, puis on montre à des amis, voilà, le message qu'on a reçu de quelqu'un, voilà, sur qui on craque, et on demande, et d'après toi, ça veut dire quoi? Et t'en penses quoi? Et dis-moi, le fait que la virgule se situe ici, et dis-moi, le fait qu'elle utilise un point d'exclamation, ça veut dire qu'elle est contente, ou ça veut dire qu'en fait elle est un peu énervée, ou ça veut dire qu'en fait elle hésite, ou est-ce que tu penses qu'elle m'aime bien? Enfin, on se retrouve en fait à commenter la moindre chose, à regarder un peu les emojis qui ont été utilisés, on se retrouve à regarder la ponctuation, on se retrouve en fait à regarder les mots qui ont été choisis. Enfin, ça c'est du commentaire de texte. Et vous voyez, plus on est à l'aise avec cet exercice-là, plus on arrive en fait à comprendre comment ça fonctionne, plus peut-être on peut être amené à faire les bonnes interprétations. Mais si on est quelqu'un qui ne sait pas interpréter, comprendre un texte, qui ne sait pas ce que c'est que la ponctuation, eh bien soit on va soi-même écrire des messages qui ne sont pas clairs ou qui vont envoyer le mauvais message justement, qui ne vont pas envoyer les bonnes idées, ou alors on ne va pas comprendre ce que l'autre a voulu nous dire parce qu'on ne sait pas interpréter un signe de ponctuation, un élément de vocabulaire, un mot choisi d'une certaine façon, etc. Bref, bon, dans le cas précis du commentaire de texte, à quoi ça sert? Là, en l'occurrence, vu ce qu'on nous demande, c'est-à-dire analyser un texte, l'interpréter, comprendre ce que ça raconte, mais aussi comprendre comment ça le raconte,
Eh bien, voilà, à quoi ça sert? Ben là, ça sert en fait à exercer notre part analytique, notre part d'interprétation. Voilà, toute notre vie, hein, on va évoluer devant du langage, le langage des autres qui nous parle, du langage écrit, hein, voilà, on va recevoir des mails, des textes, des SMS, etc. Bref, on a toutes sortes d'occasions dans la vie, bien sûr, en permanence en réalité, d'être amené à lire des messages ou à recevoir des messages oralement. Et donc ces messages, il faut les interpréter et les comprendre. Hein, rien n'est pire dans la vie qu'un malentendu, un quiproquo, ça peut créer des situations parfois plus ou moins dramatiques, ou en tout cas plus ou moins embarrassantes. Et il faudrait surtout pas comprendre au travers ce qu'on nous dit. Donc déjà simplement, comprendre ce qu'on nous dit dans la vie, la compréhension, comprendre ce qu'on nous dit, et comprendre la façon dont on nous le dit. Pour aussi percevoir, parfois aussi, il faut dire les implicites, le ton implicite. Est-ce que c'est ironique? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est léger? Vous voyez les registres, hein, la comédie, le drame, le tragique, etc., l'argumentatif et tout. Tout ça, en fait, c'est pour un peu comme ça nous acclimater, nous habituer à toutes les subtilités du langage humain. Et donc, pour ça, bah voilà, il faut s'entraîner. Et quitte à s'entraîner, franchement, autant s'entraîner sur des grands textes, sur de la grande littérature. C'est pour ça aussi qu'on s'entraîne sur les grands textes. Hein, ça peut sembler rébarbatif, vous voyez, c'est coup double. Ça sert à la fois, tant qu'à faire, à s'entraîner sur des textes qui ont de la gueule. Hein, voilà, hein, vous savez que c'est comme ce que dit Doc dans Retour vers le futur. Dans Retour vers le futur, il dit à Marty, quitte à voyager dans le temps, autant voyager dans le temps avec une voiture qui a de la gueule. Voilà, la DeLorean. Bon, bah voilà, quitte à étudier des textes, autant que ce soit des grands textes de la littérature. Vous voyez, coup double, parce que justement, ça permet aussi de faire sa culture générale. Mais la dimension narrative d'un côté et la dimension stylistique, esthétique de l'autre ne sont rien, forment une œuvre finalement qui est plutôt jolie, agréable à lire et palpitante, passionnante, mais qui ne nous apporte pas grand-chose, qui manque de profondeur, si elles ne sont pas accompagnées de la dimension idéologique ou de la dimension conceptuelle. C'est-à-dire que l'œuvre, à travers un récit palpitant, encore une fois prenant, et à travers une très belle langue, servie par une très belle langue, est avant tout là aussi pour nous faire visiter des émotions, des idées, des concepts, vraiment des idées fortes comme ça, et nous interroge sur des questions humaines. Et donc plus l'écrivain ou l'œuvre en fait, font des propositions puissantes en termes d'idées, en termes de, voilà, de concepts philosophiques, en termes en fait quasiment même de théories, hein, il y a carrément des théories, c'est-à-dire qu'ils proposent en fait tout comme on fait des théories en fait en mathématiques, hein, ils proposent une sorte de théorie en fait en sciences humaines, voilà, hein, ce que aussi Proust appelait des lois, en fait des lois humaines. Il tire en fait des lois humaines, des comportements qu'il va mettre en scène dans son récit, voilà, et donc ces lois humaines en fait ont une vocation un peu édifiante, voilà, et donc sur le plan humain, voilà, en explorant certains thèmes, voilà, selon qu'il se soit proposé d'explorer le thème du deuil, de l'amour, de l'amitié, de la liberté, etc. Voilà, mais en tout cas, un petit peu, il faut que ce soit un petit peu comme ça, qu'il y ait de la consistance en fait quasiment intellectuelle, psychologique et philosophique dans son œuvre pour que ce ne soit pas juste joli, pas juste sympa à lire, parce que si vous avez juste un récit qui est bien fait, mais pas très bien écrit, sans beaucoup d'idées, vous avez plutôt une enquête policière, un policier. Si vous avez quelque chose de très très bien écrit, mais qui manque un petit peu de cohérence narrative et d'idées, vous avez éventuellement peut-être un poème, ou alors en tout cas juste un roman joliment écrit, mais voilà, c'est un peu juste gratuit, un peu vain. Mais voilà, c'est vraiment les idées qui enracinent un texte en fait, et qui sans doute lui donnent une postérité, lui donnent un avenir, parce qu'en fait, on s'en lassera jamais, on pourra toujours y revenir. Voilà, même quand on sera voilà, passé au-delà du style ou qu'on sera passé au-delà voilà, de l'histoire en elle-même, connaître la fin n'aura plus aucune importance. Ce qui est important, ce sont les idées que ça véhicule. Donc voilà à quoi peuvent se servir les lettres et les sciences humaines. Et donc la dissertation, c'est un exercice parmi d'autres, une façon parmi d'autres en fait, voilà, d'exercer tout ça, de l'entraîner, de le stimuler, et donc de valider une compétence, mais aussi voilà, de valider en fait un exercice précieux dont il restera en fait des traces dans votre cerveau toute votre vie en fait. Il y aura tracé en fait comme ça des repères, une forme de logique en fait, un art d'argumenter qui fera partie de vous ensuite, même sans que vous vous en rendiez compte spécialement. Et qui donc vous fournira en premier lieu d'ailleurs cette compétence dont je parlais, l'art de se disputer sans s'engueuler, qui, croyez-moi, est encore un talent beaucoup trop rare, hein, parce que beaucoup de gens passent à côté de ça. Et donc dans la vie, il faut savoir en fait ne pas être d'accord avec les autres, et savoir s'il le faut monter au créneau effectivement et se disputer avec eux, mais si possible ne pas s'engueuler, déjà parce que c'est désagréable les conflits, etc. et tout, qu'on veut blesser personne et ne pas insulter les gens, mais aussi parce qu'on ne va pas se fâcher avec tout son entourage au moindre désaccord. Donc c'est aussi une question d'ouverture d'esprit, de tolérance et de maturité intellectuelle et de capacité à accueillir un point de vue différent du sien, étranger au sien, à le comprendre, à savoir en fait s'identifier à lui par empathie. Donc c'est comme ça qu'on fait quand on lit des textes, en fait on entre dans d'autres consciences que la sienne, dans d'autres raisonnements que le sien, et on s'entraîne en fait à explorer d'autres consciences humaines que la nôtre. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de s'oublier ou de s'aliéner, on a son propre avis, ses propres convictions, c'est normal, et on doit pouvoir aussi du coup les défendre. Donc on apprend à argumenter et à avoir à savoir en fait formuler ses propres déjà idées et émotions, mais aussi à savoir les défendre par des arguments et des exemples.
Et donc, encore une fois, on apprend à se disputer avec autrui, mais sans jamais tomber dans le conflit, dans l'insulte, sans s'engueuler. Et comme ça, on évite de se mettre à dos son entourage et de finir tout seul. Voilà, hein, l'idée, voilà, c'est qu'on sait vivre ensemble. C'est un vivre ensemble aussi bien avec son entourage qu'un vivre ensemble plus général. Donc, vous voyez, il y a même une portée, pour ceux qui adorent ça, politique. Hein, pour ceux qui pensent que tout est politique, hein, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais en tout cas, voilà. Là, au moins, on a une démonstration qu'il y a aussi une portée de vivre ensemble politique. Voilà pour à quoi sert la dissertation. Je pense qu'on a fait le tour, donc on va peut-être avancer sur l'exercice en lui-même. Voilà, on a vu ce que c'était qu'une dissertation vraiment dans la théorie, dans l'absolu. Maintenant, voyons comment on peut procéder, quelle est en fait la méthode pour réussir, faire une dissertation.